Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Dans cet épisode, on va parler des supports de communication. Parce que chez les entrepreneurs, je retrouve souvent deux cas de figure. Il y a celles et ceux qui manquent de supports efficaces pour communiquer sur des points essentiels de leur activité et qui finissent par en créer un petit peu dans l'urgence au moment où ils en ont besoin. Et à l'inverse, il y a celles et ceux qui ont créé beaucoup de supports de communication, quitte à s'y perdre un peu, à avoir du mal à les mettre à jour, à recréer des choses qui existent déjà, etc. Dans les deux cas, les conséquences sont un petit peu les mêmes finalement. Il y a une perte de temps, ou en tout cas des actions récurrentes, qui occupent plus d'énergie qu'elles ne devraient au lieu d'être anticipées, facilitées et améliorées au fil du temps. On va donc essayer de voir comment tu peux trier tes supports existants pour ne garder que les plus importants et les optimiser. Et si tu en es à l'étape d'avant, c'est-à-dire réfléchir à la création de tes supports, eh bien tu trouveras des conseils utiles avec notamment une liste de questions à te poser pour te créer un kit de support essentiel à ta communication. L'objectif final, c'est bien sûr d'améliorer l'efficacité de tes supports de com et leur apporter plus de valeur, tout en économisant ton temps et ton énergie. On va commencer par faire un gros tri. Et pour ça, je vais prendre deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, tu as une multitude d'outils et de supports de com qui sont déjà créés, que ce soit pour présenter ton offre, ton activité, tes références, tes propositions commerciales et j'en passe. Tu as peut-être aussi rédigé des guides ou des livres blancs pour partager ton expérience, ton expertise à ton audience. Au moment où tu écoutes ce podcast, tu as peut-être même déjà des nouvelles idées de choses que tu veux partager et créer. Mais est-ce que tu as parfois l'impression d'en faire trop ou d'avoir trop ? Ou en tout cas que cette profusion de supports ne t'apporte pas forcément les résultats escomptés ? Si la réponse est oui, il est temps de repenser l'ensemble de ta production pour supprimer ceux qui génèrent le moins de valeur et maximiser ceux qui te sont utiles, voire ceux qui sont essentiels au développement de ton activité. Pour ça, je vais te mettre un petit peu à contribution aujourd'hui parce que je te propose un petit exercice. Alors, je te conseille de prendre de quoi noter, comme ça tu pourras écrire la trame de l'exo et puis tu pourras le refaire tranquillement. Tu peux aussi bien sûr le faire en même temps que tu écoutes ce podcast, en le mettant en pause quand tu as besoin. L'objectif de cet exercice, c'est vraiment de venir mettre à plat tout ce que tu as créé, ce qui a été diffusé, partagé, ce qu'il est encore de façon automatisée ou permanente, comme des éléments partagés sur ton site web par exemple et qui restent consultables ou téléchargeables. Donc carte de visite, dépliant, brochure PDF, portfolio, études de cas, présentation PowerPoint, dossier de presse. Essaye vraiment de faire une liste exhaustive. Quitte à aller farfouiller sur ton site, sur les pages que tu n'as plus vraiment en tête, tes anciens posts de réseaux sociaux, tes vieux dossiers aussi où tu empiles tes documents de communication, tes créas, tout ça. Tu peux même ajouter des supports que tu avais commencé mais pas forcément aboutis, ou que tu avais terminé mais que tu avais décidé de ne finalement pas partager, parce que ça peut mettre en lumière des choses intéressantes dans ta façon de réfléchir et concevoir tes supports, dans ton processus de production en fait. Une fois que tu as cette liste de supports de fait, tu vas essayer de les catégoriser en les rangeant dans différentes colonnes ou cases, ou en les classant par couleur, bref, comme tu veux, ce qui est le plus visuel pour toi. Et pour définir ces catégories, tu vas réfléchir aux objectifs que remplissent chacun des supports que tu as listés. Ce pourquoi tu les as créés. Donc si tu as beaucoup de supports avec des objectifs qui te semblent différents et qui valent tous la peine d'être notés dans des colonnes différentes, eh bien c'est pas grave, fais plusieurs colonnes, on verra ensuite comment on peut les regrouper. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de visualiser l'intention que tu as mis dans ces supports et de mesurer ensuite leur intérêt pour ta communication et ton activité. Pourquoi se concentrer plutôt sur les objectifs que sur les cibles pour lesquelles ils ont été créés, par exemple ? Eh bien parce que moi j'estime que l'objectif du support, l'intention qu'on a mis dedans, c'est un critère bien plus pertinent pour classer et trier tous ces supports, ces outils de communication que tu crées. Parce que tout part de là. Un support, il est forcément produit pour t'aider à atteindre un objectif de communication, de visibilité, de développement. Puis en plus, tu verras que si cet objectif il est bien défini au départ, de facto, il va englober ces questions de à qui je m'adresse, comment je diffuse l'information, etc., etc. Plus claire est l'intention, plus faciles sont les réponses à toutes ces questions en fait.
Donc prends le temps de vraiment réfléchir dans quel contexte et avec quels objectifs tu as créé ces supports pour venir les catégoriser. J'ajouterai aussi 2 petites options pour cet exercice. Si tu veux traquer davantage ta charge de travail liée à la création de tes supports, tu peux ajouter à côté de chacun le temps que ça t'a pris pour le créer ou le temps que ça te demande par semaine ou par mois si ce sont des supports récurrents. Même chose si tu veux traquer ton budget. Pour chaque support, qu'il soit ponctuel ou récurrent, note ce que ça induit en coûts directs et indirects. Donc la création, si tu passes par un prestataire, l'impression et la livraison éventuelle de ta commande, l'équipement nécessaire, les outils et les abonnements dont tu as besoin pour les réaliser. Ces 2 critères-là, ils peuvent t'aider à y voir un petit peu plus clair au moment de faire le tri entre les supports que tu souhaites conserver et améliorer et ceux dont tu peux réduire la quantité, voire carrément supprimer. Bon, prends vraiment le temps de faire tout ça, mais en tout cas, je te rassure, c'est quand même le plus gros du travail. La deuxième partie, ça va être de faire un petit peu le constat, d'essayer d'observer, d'analyser le résultat que tu as obtenu. Ça va permettre d'identifier les points d'amélioration, mais aussi ce qui fait ta force, donc en tout cas ce qui fonctionne très bien dans ta communication à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu peux constater dans ce résultat que tu as obtenu ? Alors, je vais essayer d'explorer les principaux cas de figure et voir ce que ça peut dire de ta production de contenu, de support jusqu'à maintenant. Dans la première situation, tu as trop de colonnes différentes et tu as eu un peu de mal à identifier les objectifs de chaque support ou à les regrouper ensemble. De 2 choses l'une. Peut-être que tu as été trop spécifique en identifiant tes objectifs, tout simplement. Donc, ça vaut peut-être le coup de voir si tu peux regrouper certains supports dans la même colonne. Par exemple, au lieu d'avoir 2 colonnes, montrer mes expériences clients et expliquer mon processus de vente, tu peux en faire une seule qui englobe ces 2 intentions, à savoir rassurer un potentiel client ou valoriser ton expertise et ton expérience. On n'est pas forcément sur du micro-objectif, l'idée c'est quand même de prendre un petit peu de recul sur tout ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait. Donc si tu penses que c'est ton cas, reprends quelques minutes pour ajuster ton tableau en partant d'une vision un petit peu plus large de la situation. Si après ce 2e tri, tu as quand même beaucoup de colonnes, c'est peut-être le signe que tu t'éparpilles trop dans la création de tes supports en général. Et du coup, forcément, c'est plus dur de générer des résultats, des retours visibles, parce que tu mets ton énergie un petit peu partout. Ça peut aussi dénoter quelques faiblesses ou lacunes dans le travail réalisé sur ton positionnement. C'est-à-dire que parce qu'il sera encore un petit peu confus et trop large, tu vas avoir du mal à créer une stratégie de communication ciblée, pertinente et efficace. Et pour compenser ça, tu vas créer beaucoup de supports, par extension aussi beaucoup de contenu, mais qui paieront peu parce que pas assez optimisés par rapport à tes objectifs. Enfin, ça peut aussi être le signe que tu en fais trop, tout simplement. La quantité n'est pas forcément gage de qualité, surtout quand on fait les choses en solo ou presque. Donc peut-être que réduire un petit peu la quantité de support que tu crées et que tu partages, ça serait bénéfique. Si tu l'as pas fait, ça peut être intéressant à ce moment-là d'ajouter le temps un petit peu que ça te prend pour la création de tous ces supports. Comme ça, tu verras, est-ce que je perds du temps ? Est-ce que je passe trop de temps à créer des supports qui finalement m'apportent peu ou non ? Alors après, attention, petit disclaimer, étant donné que je t'ai demandé de lister tous les supports réalisés en fonction de l'âge de ton activité, certains supports sont désormais obsolètes, tu as pu faire évoluer ta stratégie, donc si c'est le cas, il faut aussi le garder dans un petit coin de ta tête, mais ça reste intéressant pour noter l'évolution de ta communication. Passons à la 2e situation. Admettons que tu as un nombre de colonnes relativement modéré, mais tu observes un déséquilibre entre elles, c'est-à-dire que beaucoup de supports sont dans une seule colonne. Ça peut indiquer tout simplement que tu mises beaucoup sur un levier en particulier pour ta communication. Par exemple, maximiser ta notoriété et ta visibilité pour toucher sans cesse plus de monde. Ou peut-être l'amélioration de ton réseau ou la sensibilisation de ton public sur des sujets clés qui touchent à ton activité. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Si ça marche pour toi et que tu reçois de bons retours, des résultats encourageants, tant mieux. Du coup, cet exercice, il viendra confirmer que tu es sur une bonne voie et tu vas pouvoir continuer à optimiser et puis surtout poursuivre toutes ces actions dans ce sens-là. Mais si au contraire, tu as l'impression d'obtenir peu ou pas de résultats suite à tout ce travail, c'est peut-être le signe que tu mets ton énergie au mauvais endroit et que la valeur que recherchent tes cibles, ton audience, elle se trouve ailleurs. D'ailleurs, peut-être même que ton audience, ta cible, se trouve ailleurs. Tu vas pouvoir identifier tout ça en repassant au peigne fin la fameuse colonne objectif où tu as visiblement mis le plus de temps et d'énergie. Et c'est là que cet exercice il peut vraiment t'aider à prendre les meilleures décisions, à opérer des changements pertinents pour ta stratégie de communication.
Je vais prendre 2 exemples pour t'aider à comprendre un petit peu la réflexion à avoir derrière tout ça. Pour le premier, je vais partir de l'exemple d'une décoratrice d'intérieur qu'on va appeler Chloé. Donc comme toi, en faisant cet exercice, elle réalise qu'elle mise essentiellement sur le partage de ses travaux pour donner des preuves de son expérience et puis de sa créativité, notamment avec des belles photos de qualité, des montages type avant-après pour valoriser la transformation qu'elle opère dans les logements de ses clients. Elle fait même des vidéos type Reels qui sont super sympas, accrocheurs. Et globalement, ça marche. Elle a une bonne communauté sur Instagram et Pinterest parce que c'est le genre de plateforme où ce type de contenu est très apprécié. Donc elle gagne en visibilité, mais ça ne se traduit pas forcément sur davantage de demandes ou de clients. Du coup, qu'est-ce qui cloche ? Eh bien peut-être qu'elle a mal défini les attentes de ses cibles ou en tout cas pas assez creusé ce qui les pousse à faire appel à un professionnel. Parce qu'en général, un portfolio, aussi beau et impressionnant soit-il, c'est que très rarement l'unique critère de décision d'un client finalement. Donc ça peut être intéressant, maintenant qu'elle a atteint plus de visibilité, d'aller plutôt creuser ce chemin-là, le processus d'acquisition de nouveaux clients, ce qui va faire en fait que je passe de suivre et puis apprécier ses publications, son travail, à prendre contact avec elle pour mon propre projet de rénovation. Donc pour ça, Chloé doit permettre à la personne de se projeter dans une collaboration avec elle, de s'identifier aussi au projet qu'elle a réalisé chez un client, ou tout simplement de se rendre compte de l'intérêt qu'il aurait, lui aussi, à faire appel à ses services. Et pour ça, elle n'a pas forcément besoin de tout jeter, de tout annuler, tout ce qu'elle a fait avant. Oh là là, mais non, bien sûr que non. Bien souvent, si la qualité de tes supports est bonne, les adapter peut amplement suffire. Si on reprend l'exemple de Chloé, une idée à creuser, ça serait de réutiliser ses photos avant-après dans des publications un petit peu plus étoffées, où elle présenterait le contexte du projet, les solutions qu'elle a choisies et qu'elle a proposées aux clients, etc., etc. Donc au lieu d'avoir juste une belle photo d'un salon redécoré aux petits oignons, on pourra avoir quelques explications. Par exemple, pour ce salon, j'ai opté avec mon client pour le choix d'un parquet naturel de couleur claire pour venir apporter plus de lumière à la pièce qui peut être un petit peu sombre, tout en restant sur des teintes très cosy et naturelles qui valorisent l'histoire et le charme de cette petite maison de campagne. Ou bien, elle pourrait décrire un petit peu son travail sur une pièce réalisée, genre, pour cette chambre, j'ai surtout travaillé sur le réagencement de l'espace qui était mal utilisé, avec notamment des meubles trop imposants, qui grignotent beaucoup de surface, blablabla, enfin voilà. On peut imaginer en plus un petit conseil, une astuce que les gens peuvent appliquer chez eux facilement s'ils rencontrent le même problème, d'avoir des chambres un petit peu petites. Mais enfin voilà, il y a plein de choses qu'elle peut faire pour peut-être valoriser davantage un contenu qui est finalement déjà existant en fait. Prenons un autre exemple avec Émile, qui propose des ateliers en groupe pour initier les particuliers à la cuisine végane. Donc Émile, il met beaucoup d'énergie dans la production de vidéos sur sa chaîne YouTube où il partage des recettes. Il a aussi créé pas mal de petits guides pour aider les gens à adopter un régime vegan, pas mal de supports informatifs pour savoir comment compenser et remplacer les protéines animales, par exemple. Donc en gros, il répond à plusieurs objectifs de façon pertinente, c'est-à-dire qu'il démontre les bienfaits d'une alimentation végane, et donc de faire appel à lui. Il propose du contenu plutôt ludique et qualitatif, avec une vraie valeur ajoutée, qui démontre aussi sa créativité et la facilité de mise en pratique de ses recettes. En plus de ça, il a des très bons retours sur ses ateliers, donc en gros, il sait pas trop ce qu'il pourrait améliorer à ce niveau-là, quoi. Une piste de réponse pourrait être ici, peut-être, un manque de représentativité de ce qu'il vend à travers ses supports. Parce que ce qu'il vend, en fait, ce sont les ateliers. Donc toute sa communication, elle est tournée vers les bienfaits de l'alimentation végane, le fait que c'est pas si difficile de s'y mettre, que c'est accessible à toutes les bourses, etc. Et c'est très bien. Mais ce qui manque, c'est peut-être de parler de la convivialité, d'ajouter de l'interaction avec sa communauté par rapport à ses ateliers. Parce que l'objectif ici, c'est pas tant de convaincre les gens qu'être vegan est bon pour eux, par exemple, mais tout simplement de leur donner envie de vivre l'expérience d'un cours en groupe où ils apprendront des recettes véganes. Parce qu'il y a plein de gens qui sont déjà intéressés et convaincus par le sujet, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils le suivent peut-être, mais tous ne vont pas faire la démarche de participer à un cours collectif. D'autant plus que peut-être la plupart des gens qui le suivent vivent trop loin de chez Émile pour venir faire un cours dans sa ville. Il faudrait donc qu'il communique davantage sur le déroulé de ses ateliers, peut-être qu'il partage plus de témoignages des gens qui y ont participé, qu'il mette peut-être des photos, des vidéos, pour qu'on ressente la dynamique de groupe, le plaisir qu'ont tous les participants à se rencontrer, à vivre cette expérience ensemble, etc. Et puis peut-être aussi que les réseaux sociaux
ne sont pas le moyen le plus efficace pour se faire connaître à un niveau plus local. Peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer d'adapter sa communication à des supports qui soient plus cohérents pour justement une présence citadine, ou en tout cas dans une petite ville, dans un rayon beaucoup plus restreint. Par exemple, je dis n'importe quoi, admettons que du coup il prépare un petit dépliant qui partage 1 ou 2 recettes avec des informations pour trouver des alternatives aux produits non vegan, et puis derrière une présentation de ses ateliers justement. Bon, là évidemment faudrait creuser, hein. Je cherche surtout à te montrer la réflexion à entamer si tu trouves que ta production de support n'est pas cohérente ou n'est pas suffisamment équilibrée. En tout cas cet exercice, parce que tu vas le rendre visuel, il permet, je trouve, d'identifier plus facilement la source du problème, si problème il y a. Mais puis de toute façon, si tout va bien à ce niveau-là, au niveau de ta communication, de ta création de support, ça fait pas de mal non plus de faire un petit ménage et te poser un peu pour voir comment tu pourrais améliorer et optimiser l'existant. On va passer à la 3e partie où je vais te partager une liste de questions qui va venir t'aider dans cette réflexion justement pour faire un tri et puis identifier quels supports sont les moins utiles. Mais toutes ces questions, elles peuvent aussi être appliquées en amont de la création d'un nouveau support. Ce sera la 3e et dernière partie de cet épisode. L'objectif de ces petites questions que je vais te partager, tu vas le voir, c'est de valider ou non la pertinence d'un support. Globalement, ça va t'aider à faire les meilleurs choix, que ce soit dans le type de support à créer, dans la forme que tu vas lui donner, à qui il faut le partager et comment le diffuser et le distribuer. La première question, la première chose évidemment, c'est de savoir quel est ton objectif pour ce support. Qu'est-ce que tu attends de lui ? Bon, alors je t'ai rabâché les oreilles avec ça durant tout l'épisode, mais c'est vraiment primordial. Et parfois, ça a besoin d'être précisé ou ajusté pour être plus en cohérence avec ton actualité, avec l'évolution de ton entreprise. Donc c'est important de commencer par le b.a.-ba. La 2e question, en gardant évidemment cet objectif en tête, c'est comment tes clients vont trouver cette information, ce support. Ça passe par une bonne connaissance du comportement de ton audience et de ton public cible, mais aussi, tout bêtement, par l'observation de tes propres clients. Comment est-ce qu'ils te trouvent ? Par quel canal ils rentrent en contact avec toi en majorité ? Typiquement, dans mon cas, mes clients proviennent essentiellement de mon site, de plateformes freelance et du bouche à oreille. Du coup, c'est vraiment intéressant pour moi de miser en priorité sur ces 3 canaux-là et essayer de trouver la manière et le format le plus adapté pour créer des supports efficaces à y partager. 3èmement, sais-tu quels sont les facteurs décisifs de passage à l'action chez tes clients ? Et plus globalement, tes cibles. Ça peut être donc des futurs clients, mais aussi de potentiels partenaires. Par exemple, si tu as créé un podcast et que tu décides de mettre tes efforts sur la recherche de sponsors ou de producteurs, demande-toi ce qui peut les intéresser le plus et mets l'accent sur cet aspect dans les supports de communication liés à cet objectif. Tu peux aussi faire une recherche de ce qu'ont fait d'autres podcasts pour voir ce que tu peux adapter à ta situation. Est-ce le fait de professionnaliser l'image du podcast avec un dossier de presse bien ficelé, un kit média préparé, ou bien de valoriser davantage certains sujets que tu abordes et qui font ta spécificité, qui vont rentrer un petit peu dans le viseur de ces cibles-là. D'ailleurs, cette question, on peut l'inverser, elle marche tout autant, hein. Qu'est-ce qui freine le passage à l'action chez tes cibles ? Si tu te rends compte que beaucoup de commandes, par exemple, ne sont pas fidélisées sur ta boutique en ligne, essaye de comprendre pourquoi, bien sûr. Qu'est-ce qui manque pour que ces personnes passent commande ? Est-ce qu'il faut les rassurer sur la qualité du produit, ou les conditions de livraison, ou du service après-vente ? Est-ce que le site manque de photos ou de mise en situation des produits ? Décortiquer un petit peu ces questions-là, ça va t'aider à adapter tes supports et les informations que tu vas y partager. Pour répondre au manque de photos, par exemple, tu peux proposer des vidéos, des étapes de leur création ou de l'emballage d'une commande. Tu peux aussi créer un petit formulaire ou un message automatisé qui va demander à l'utilisateur s'il a besoin d'informations supplémentaires, ou en tout cas pour comprendre ce qui l'empêche de poursuivre sa commande. La 4e et avant-dernière question rejoint la précédente. Quelles questions tes clients ou tes prospects te posent-ils le plus souvent ? C'est la façon la plus directe et la plus simple de comprendre ce qu'il faut continuer à mettre en avant ou bien à accentuer davantage dans ta communication. Si je reprends un exemple qui me concerne, je me suis rendu compte que beaucoup de clients me demandaient comment allait se dérouler une prestation. Et c'est normal, pour la plupart, ils n'ont pas l'habitude de faire appel à une freelance. Et pour les autres, ils savent que chaque prestataire a ses process et ses conditions. Du coup, dans mes propositions commerciales, j'inclus une slide où je résume brièvement les étapes de toute la prestation, de la validation du devis à la livraison des produits finis. Ça rassure le client,
Potentiellement, ça peut lui faciliter un peu la vie si il ou elle n'osait pas trop me poser la question. Et puis ça lui montre aussi que je suis professionnelle parce que tout est bien carré, cadré, expliqué, etc. Peut-être une autre façon de partager ces informations, ce serait de les insérer sur mon site via, par exemple, une FAQ ou alors en écrivant un article qui va décrire le déroulement typique d'une prestation avec moi. Comme ça, un potentiel client va trouver cette information encore plus tôt et ça peut être décisif dans son intention de prendre contact avec moi ou pas. Enfin, et ça a été un point d'attention majeur de notre discussion avec Florence dans l'épisode précédent, la dernière question, c'est est-ce que la création de ce support t'apporte de la joie, de la fierté ? C'est important quand tu crées un support d'être fier de le présenter, de le partager. Et si c'est un support récurrent, que tu l'utilises tous les jours ou presque, eh bien c'est important que tu apprécies de l'utiliser ou en tout cas que tu apprécies le processus de création qui lui est lié. Et autre chose, si tu as l'impression d'en faire trop, eh bien peut-être serait-il bon de ralentir le rythme ou la quantité de tes supports. Bref, créer des supports avec une attention claire, adaptée aux médias et canaux qui marchent le mieux pour toi, dans un format qui va plaire à tes cibles et que tu prendras plaisir à utiliser et partager. Et j'espère sincèrement que cet exercice, il va t'aider, il va te guider un petit peu pour faire ce travail de tri et d'optimisation de tes supports de communication. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu as eu envie de réaliser cet exercice. Et d'ailleurs, je suis très curieuse d'entendre ce qui a pu en ressortir pour toi, quelles observations tu as pu faire, quel choix tu vas peut-être privilégier, tout ça. Donc n'hésite pas à m'écrire via mon compte Instagram chickadeeblue.studiographique ou à m'écrire un mail via mon site chickadeeblue.com. Et puis, je le répète parce que c'est relativement nouveau, j'ai ajouté un lien SpeakPipe. Donc en fait, tu peux très simplement m'envoyer un petit vocal et comme ça, j'aurai le plaisir d'entendre ta douce voix. N'hésite pas à t'abonner, à donner 5 étoiles à ce podcast et à en parler autour de toi. Et en attendant, je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Ciel, mon graphiste.